Nous allons essayer de vous montrer ce soir ce qu'est un jeune patron. C'est un sujet d'actualité puisque, comme vous le savez, le syndicat qui les représente, c'est-à-dire le Centre des jeunes patrons, a été exclu il y a une quinzaine de jours de la grande centrale qui représente l'ensemble des chefs d'entreprise français, c'est-à-dire le Centre national du patronat français. Ce conflit qui vient d'éclater entre les anciens du CNPF et les jeunes du CJP est en fait plus qu'un conflit de génération, c'est un conflit de pensée, c'est le rôle du patron qui cette fois est en cause. Les jeunes patrons disent, si nous voulons vivre avec notre temps, si nous voulons garder le contrôle de nos entreprises, il nous faut concéder à tous ceux que nous employons un certain droit de regard sur ce qui jusqu'ici était notre seule affaire, en tenant compte, bien entendu, que nous devons, nous patrons, garder la décision finale. Oui, alors à cela, les anciens du CNPF répondent nous voulons bien nous asseoir avec des dirigeants des syndicats ouvriers de notre profession et discuter, mais il n'est pas question que nous parlions de la gestion de notre entreprise avec notre personnel. En fait, chacun a son métier. Alors comment un jeune patron peut-il passer de cette théorie à la pratique, ou du moins essayer de le faire? C'est ce que Jean-Paul Thomas et Claude Agostini sont allés rechercher à Roubaix. Nous avons choisi Roubaix, d'abord parce que c'est une ville à forte concentration industrielle, ensuite parce que le Nord est une région où des problèmes de licenciement se sont récemment posés. Donc, grosse activité syndicale, du côté ouvrier, mais aussi du côté des patrons. Plus précisément, nous sommes allés dans une entreprise dont les dirigeants tentent depuis longtemps d'établir un dialogue avec leur personnel. C'est l'usine de plastique et de transformation de caoutchouc Penel et Flippo. Il y a 2 générations de Penel et Flippo. La première génération va présenter l'entreprise. C'est M. Flippo qui commence. La première de nos entreprises, il y a 10 ans, avec l'association de mon ami Jean Penel, mon activité professionnelle fut placée sous l'inspiration du catholicisme social, concrètement exprimée par quelques réalisations avantageuses au personnel. Ma participation à la bourgeoisie chrétienne, créatrice d'un climat de compréhension chez les patrons dans notre région, renforça ce souci d'échange. D'autres réalisations s'ajoutèrent. Il n'est pas nécessaire de les énumérer. Ce qui importe en définitive est d'assurer le développement de la personne et son épanouissement. Ce qu'on appelle le social et ses réalisations est en fait dépassé. Il n'est qu'un moyen et serviteur, car la personne est reine. C'est tout. Vous avez, je crois, monsieur, toujours pratiqué au sein de cette entreprise une politique sociale importante. Oui, nous l'avons fait sans vouloir y mettre une idée de principe, mais simplement parce que, tout naturellement, nous trouvions désirable d'avoir avec notre personnel des rapports agréables, sympathiques, amicaux même. Et c'est donc depuis le début, je crois pouvoir le dire, que nous avons eu cette politique et cherché à faire bénéficier chaque membre de l'entreprise des résultats obtenus par celle-ci. Est-ce que dans ce domaine de l'action sociale, vous vous retrouvez dans votre fils Robert? C'est une de nos joies. Je crois pouvoir dire que si les fondateurs ont eu cette action, et c'est cette action qui a donné les résultats, je crois que l'on obtient progressivement et très lentement, nous sommes très heureux l'un et l'autre de nous retrouver dans nos fils. Et particulièrement, en ce qui me concerne, dans mon fils Robert, qui se trouve être celui qui, par délégation de ses associés, s'est trouvé chargé de ces questions sociales. Il y a dans les ateliers ceux qui font l'article, ceux qui directement travaillent sur des matières, ceux qui vont faire en sorte qu'effectivement se crée... Robert Penel, c'est lui, 41 ans.
Membre du bureau des jeunes patrons, il y est même chargé de la doctrine, Robert Penel enseigne à ses apprentis l'organigramme de l'entreprise. Que l'on appelle les fonctionnels, qui étudient les produits au préalable, qui contrôlent les matières premières, qui étudient un matériel adapté, qui font en sorte... Dès 14 ans, il faut que ces jeunes gens sachent qu'ils travaillent ici et pas ailleurs. Sur le vif, soit efficace, sans perte de temps, et exécuté de la meilleure façon. Là, il y a Penel et Flippo. Ici, il y a Plastique de Roubaix. Ici, il y a l'usine belge Penel et Flippo Belgique. Et chacune de ces unités a elle-même son propre patron qui a ses cadres et qui assure à l'intérieur de cette unité un commandement direct. Pour les 8 enfants de Robert Penel, le monde est plus vaste que pour les apprentis. C'est d'ailleurs cette inégalité entre les uns et les autres qui sera le premier thème de notre conversation avec leur père. Vous avez été témoin d'injustices dans votre vie, qui vous ont, en particulier dans le domaine social, qui vous ont choqué? Disons, voulez-vous que, sans parler d'injustice criarde, quand je vois des jeunes ouvriers, j'en vois certains par exemple actuellement dans l'entreprise où je suis, qui font des efforts extraordinaires pour acquérir après coup un diplôme d'ingénieur, pour les suivre au CNAM, aux arts et métiers, au Conservatoire des arts et métiers, pour acquérir cette formation complémentaire par des études en cours de travail, des études complémentaires le soir. Je me rends compte que pour certains, l'obtention d'un diplôme demande un effort que personnellement je n'ai pas eu à fournir et qui montre tout de même en fait que la situation n'a pas été pareille pour tous. Est-ce que vous pensez que dans le dialogue qui s'engage entre le personnel et la direction, il y a une limite qui ne peut pas être franchie de par le fait que d'un côté il y a ceux qui possèdent et de l'autre il y a ceux qui ne possèdent pas? Je crois que cette conception des choses est tout à fait dépassée. Je crois en fait que ces problèmes de priorité, s'ils sont encore évoqués, deviennent absolument accessoires. Je pense que dans l'entreprise, le dialogue est à propos de l'exercice du pouvoir et des responsabilités. Je crois que sur ce plan-là, cette notion de propriété est une question dont il sera de moins en moins mention. C'est important ce que vous nous dites en ce qui vous concerne particulièrement. Vous envisagez donc l'éventualité que cette différence, un jour ou l'autre, n'existe plus? Notre entreprise a des actionnaires. Je ne peux pas parler à leur nom sur ce sujet. Disons en général, au point de vue théorie. Ce que je pense, c'est qu'effectivement, la propriété des entreprises sera une chose, la direction en est une autre. Et que la direction de l'entreprise sera seule concernée dans ce dialogue avec les membres de l'entreprise pour ses responsabilités en tant que dirigeant et non en tant que propriétaire. Est-ce qu'il vous arrive parfois, en tant que patron, d'avoir mauvaise conscience? En particulier lorsque vous avez dû refuser des revendications. Est-ce qu'au fond de vous-même, vous avez l'impression que les revendications sont justes, mais qu'en tant que patron, vous ne pouvez pas les accorder? Je pense que là, il faut bien distinguer. Mauvaise conscience semble vouloir dire que l'on n'a pas joué le franc jeu, que l'on n'a pas répondu à quelque chose de légitime. Alors, je ne vois pas, je ne le pense pas. Bien sûr, je puis prendre des décisions malheureuses dues à une mauvaise connaissance des faits. Mais
point volontairement. Il peut y avoir regret, mais pas mauvaise conscience. Vous faites du syndicalisme patronal. Est-ce que vous pensez que ces deux mots, patronat et syndicalisme, peuvent aller ensemble? Oui, je le pense. Je pense effectivement que je puis être militant patronal, syndicaliste patronal. Mais je pense que ce mot de militant, ce mot syndicalisme, doit être pris dans le sens positif, c'est-à-dire d'une action commune de personnes ayant une responsabilité, travaillant dans un sens positif, mais point du tout dans un sens de défense et dans un sens négatif. Mais en fait, souvent, qui dit syndicalisme dit revendication. Alors, revendication pourquoi pour un patron? Je pense qu'actuellement, le syndicalisme pose comme contestation première le partage du pouvoir économique. Ce qui veut dire que c'est moins une revendication qu'un appel à une participation. Et ce qui veut dire, à mon sens, que le syndicalisme est déjà dans un sens d'action positive, et puis dans un sens de refus, purement négatif. Refus de quoi? Refus d'une situation, refus d'une société, refus d'une organisation de cette société, refus de ce que face à elle-même il est admis. Je pense en fait que le syndicalisme est déjà dans la voie de l'engagement. Il est vrai que s'engager dans le dialogue pour un ouvrier, cela pose d'autres problèmes que pour le patron. Les syndicalistes ont peur, notamment, d'aller trop loin et de perdre ainsi leurs moyens de pression. Mais chez Penel et Flippo, on a fait pourtant un premier pas. Les représentants des syndicats ont accepté de signer avec les patrons des accords d'entreprise. Au terme de ces accords, les ouvriers sont formés aux frais de l'entreprise qui prend également à sa charge la promotion. Mais surtout, les ouvriers sont payés au mois et intéressés aux bénéfices. Ils touchent également des primes. Mais là, tout le monde n'est pas d'accord, à commencer par le représentant du syndicat majoritaire au comité d'entreprise. Il s'appelle M. Becker. Ce qui nous importe pour nous, c'est quand même avoir un salaire convenable et vital. De sorte que vouloir absolument les primes, pour nous, c'est pas tellement une politique suivie. Parce qu'on voudrait quand même en terminer avec cette mentalité de coureur cycliste à qui on donne une prime. On voudrait en terminer avec ça. On n'est quand même pas des cyclistes. Et alors, au point de vue aspect réglementaire des accords aussi, on ne voudrait plus être considéré comme des écoliers dans l'entreprise, à qui on dresse un règlement, des limites et tout ça. Alors, au fond, le but, ce n'est pas l'accord, c'est un moyen, l'accord. C'est un moyen d'obtenir ce qu'on ne peut pas obtenir dans le salaire réel. Est-ce que vous avez la sensation qu'il y a souvent du paternalisme dans l'action de la direction? Eh bien, moins qu'ailleurs, certainement, mais il y en a quand même un petit peu. On pourrait appeler ça un néo-paternalisme, quoi. C'est-à-dire un paternalisme plus ouvert et plus élargi à l'échelle du moment, quoi. Ça, c'est évident que de ce côté-là, le paternalisme a progressé. Alors, les ouvriers se demandent toujours duquel côté qu'ils s'enroulaient, malgré tout. Quels sont les moments où vous avez l'impression, vous, quand vous discutez avec les directions, d'être dépassé au point de vue compétences? Eh bien, la productivité, par exemple, pour prendre un exemple, c'est un calcul très complexe. C'est l'étude des temps de chaque poste de travail. Alors là, lorsqu'on a les résultats, on aimerait avoir le contenu de tout ça. Mais c'est tellement complexe que là, on est dépassé. À propos d'un bilan, c'est encore la même chose. On nous présente un bilan, le passif, l'actif.
eh bien souvent, on voit des lignes de chiffres, des colonnes. On voudrait bien savoir ce qu'ils représentent. Là, vraiment, on se sent impuissant de ce côté-là. Alors, dans des cas comme ça, tout ce qu'on peut faire, c'est demander des questions qui concernent la généralité. Quel est le volume des investissements, des amortissements? Est-ce que pourquoi il y a des provisions, etc. On nous donne tous les renseignements, toutes les informations. Seulement, un comité d'entreprise où on présente un bilan, ce n'est pas un comité d'entreprise où on apprend à comprendre un bilan. Est-ce qu'il n'y aurait pas une solution dans le système américain qui permet aux syndicats suffisamment riches de se payer les services, soit d'un avocat, soit d'un expert comptable, qui puisse défendre leurs intérêts? Oui, peut-être, mais malgré tout, ça pourrait nuire quelquefois à la promotion collective. Il y aurait plus participation d'un grand nombre aux possibilités de formation. Alors, bien sûr, ça peut être intéressant pour certains cas, mais alors, dans l'ensemble, nous, on penche plutôt vers une promotion collective, c'est-à-dire d'un ensemble qui monte. On veut monter ensemble, quoi, et avoir des possibilités et des responsabilités ensemble dans une entreprise. Est-ce que ce problème de la compétence du monde ouvrier n'est pas une des causes de limitation de votre pouvoir de discussion au sein d'une entreprise? Je pense en particulier à une éventuelle cogestion. Ah oui, je pense, parce que je pense que les directions n'ont pas confiance en nous, parce qu'ils nous savent incapables de prendre des responsabilités, quoi. Alors ils ne nous les offrent pas, forcément, étant donné qu'ils se rendent bien compte que le niveau d'instruction et de formation des ouvriers n'est pas encore suffisant. Alors bien sûr, il y a des raisons, c'est que les ouvriers n'ont pas eu les possibilités financières jusqu'à présent de s'instruire. Et alors quelquefois on nous dit, les ouvriers réclament toujours. Mais bien sûr, ils veulent avoir, mais ce qu'ils veulent c'est être, c'est ça. Et c'est tout le problème, être responsable dans l'entreprise, être un homme qui voit les choses en homme, être un homme qui vit dans l'entreprise au même titre que dans la cité, quoi. Est-ce que cet effort qui est fait en vue de l'intéressement de l'ouvrier à la marge de l'entreprise, en admettant qu'il aille jusqu'à une éventuelle distribution d'actions, est-ce que ça vous séduirait? Mais les actions, ça ne résout rien parce que c'est figé. Ça ne nous donnerait pas des responsabilités nouvelles au plan de l'entreprise, ni un droit de regard supplémentaire. Et d'autre part, on pourrait nous accuser d'avoir rentré dans le jeu du capitalisme. Alors, comme notre problème à nous, c'est d'être présent aux responsabilités de l'entreprise, d'être participant aux décisions, alors que maintenant, on n'en est toujours qu'au plan consultatif. Nous espérons qu'avec la promotion ouvrière qui va s'activer toujours de plus en plus, on pourra en venir aux décisions et non pas au capitalisme, quoi. Parce que ce qui fait la difficulté dans le dialogue, justement, c'est de se trouver en face de conditions différentes et de vouloir être en condition de vérité. Alors, être en vérité, c'est se présenter en homme qui veut vivre, en face d'un autre homme qui vit et qui veut vivre. Or, les possibilités ne sont pas les mêmes. Et alors, oui, à partir de là, on se demande si c'est pas de ce côté-là qu'à l'avenir, les patrons devront lâcher du lest pour nous permettre justement d'accéder à ces responsabilités, puisque notre pouvoir d'achat nous l'empêche jusqu'à présent. Qu'est-ce que vous appelez lâcher du lest? Lâcher du lest, ça veut dire lâcher certains privilèges d'argent, mais pas sous forme d'action. Pas faire de nous des capitalistes, mais vraiment des participants à la gestion en hommes, quoi. En capital homme plutôt qu'en capital argent. Vous pensez que tant que les moyens de production seront entre les mêmes mains, il y a une limite que vous ne pourrez jamais franchir? Ben, je pense parce que ça sera toujours du dirigisme. Alors que le dirigisme, forcément, c'est la mentalité d'écolier vis-à-vis du maître. Et c'est ce qui crée un état mineur dans notre position ouvrière actuelle, quoi. Il vous est arrivé de regretter de ne pas être issu d'une autre classe sociale qui vous aurait permis de faire des études, vous, personnellement? Ben non, mais non, parce que, étant donné que j'ai une fonction qui me plaît actuellement dans l'entreprise, les relations humaines, ça épanouit l'homme. Je suis pleinement heureux dans ma condition actuelle.
Bien sûr, c'est quelquefois dur parce qu'on a des responsabilités, qu'on doit essayer d'arranger les choses, d'organiser les gens, de les réunir, et que c'est quelquefois difficile de ce côté-là. Mais enfin, je suis pleinement heureux dans ma condition actuelle et je n'envisage pas du tout de changer de classe, aucunement. Si vous étiez le patron de cette affaire, imaginez un instant que vous soyez le patron de cette affaire. Je ne me vois pas dans la peau d'un patron, enfin... je ne sais pas, parce que je pense que ma mentalité actuelle de syndicaliste, elle s'est forgée à longueur d'année. Et que si j'étais patron, je n'aurais peut-être pas eu le cheminement que j'ai eu pour arriver à cette mentalité, quoi. Dans notre technique, ce qui est important dans la qualification, c'est les notions d'aptitude de base, les connaissances professionnelles en général, et les responsabilités. Ces difficultés dans le dialogue commencent au comité d'entreprise. Voici l'illustration de ce que nous disait à l'instant M. Becker. Il s'agit ici de problèmes de qualification. Les plus experts des deux restent encore les cadres. Donc, moi, j'axe plus volontiers le débat pour juger de l'intérêt d'une réévaluation s'il y a modification de responsabilité ou s'il y a modification de connaissances de base. Parce que si je ne tiens compte que des cadences, que d'efforts physiques, je vais peut-être modifier ma cotation, mais de façon relativement faible. On tient compte de ces éléments, mais ils ne sont pas majoritaires dans la qualification. La remarque de Jean Becker est opportune, seulement en fait, une fois de plus, à l'occasion de cette question, nous devons distinguer l'aspect organisation du travail, rendement, production, qui conduit à s'assurer que la charge de travail demandée au personnel est dans les limites raisonnables, de l'étude de la qualification professionnelle, qui est l'occasion généralement d'un jugement, puisque le service des méthodes, à cette occasion, passe sur le poste et l'analyse. La question des efforts physiques n'est pas cotée comme on le voudrait, quoi. On s'aperçoit qu'entre les experts ouvriers, le service des méthodes et la direction des productions, les communications existent, mais qu'elles n'existent pas au niveau de ces experts et des représentants du personnel. En fait, pourquoi n'existent-elles pas d'ailleurs? C'est parce qu'on voulait que ces experts ouvriers soient en symbiose avec la commission de productivité. Et que c'est la commission de productivité qui les suive. Et puis cette commission a une vocation économique. Alors, comment rendre plus efficace ce dialogue? Pour le moment, en dehors des problèmes de promotion ouvrière, il reste les structures mêmes de l'entreprise. Ça, c'est notre ordre du jour chaque fois et qu'on n'y arrive pas. Ce sont des ouvriers qualifiés qui ont appris un métier et ils savent à partir de quel degré il y a le P1, P2, P3. Tandis qu'en fabrication, c'est pas le même problème. Parce que la direction de fabrication est à même de juger d'une compétence technique sans laquelle ces experts ne peuvent pas faire leur travail. Un personnel, par exemple... Nous avons demandé à Robert Penel s'il n'estimait pas qu'en fin de compte, le pouvoir réel de ces ouvriers était très limité. Et en qui est la confiance, d'abord, hein? Oui, le pouvoir est limité sans doute. Il y a à cela, je pense, deux raisons. La première, c'est que la direction d'une entreprise met en cause sans doute les travailleurs, l'ensemble du travail intéressé, mais au départ, il y a des actionnaire. Il y a ceux qui ont voulu l'entreprise, qui ont été à sa naissance ou qui l'ont poursuivie, sans laquelle l'entreprise demain ne sera plus rien. Et les premiers qui ont droit aux décisions en matière d'évolution de l'entreprise, ce sont les actionnaires qui vont accepter dès le départ tous les risques. Mais cela ne veut pas dire que je ne pense pas que les travailleurs dans l'entreprise n'ont pas aussi leur mot à dire. Je pense qu'effectivement, leur travail apporte quelque chose qui font les résultats et quelque chose d'essentiel. Mais que pour leur donner les possibilités d'exprimer des points de vue et de participer à l'élaboration d'une décision, il faut toute une progressivité qui passe par la formation. Et c'est là le point clé certainement de cette question. Oh, c'est un point clé d'ailleurs qui m'a été à plusieurs reprises soulevé et ils en sont eux-mêmes conscients, ce problème de l'incompétence qui est la leur pour pouvoir prendre des décisions. Et ils ont l'impression également qu'ils sont avertis de quelque chose mais qu'ils n'ont pas leur mot à dire. Oui, mais je pense que c'est parce que, comme pour beaucoup de décisions de l'entreprise, certains ne se rendent pas compte que ces décisions ne sont prises qu'en fonction d'un certain automatisme dû à des exigences techniques. Si cette compétence permettait un jour au personnel de participer à la cogestion de l'entreprise, est-ce que cette cogestion serait possible? Non, je crois que là, il y a confusion sur les termes. Les congés éducation permettent
aux représentants du personnel, aux membres des organisations syndicales, de suivre une formation sociale et pas technique. Et cette compétence leur permettra au contraire de vivre davantage la vie de l'entreprise en tant que collectivité et participer d'une façon plus active à l'organisation de cette vie collective de l'entreprise. Mais point d'intervenir dans les décisions d'ordre technique, car ces décisions sont le fait de compétences techniques que l'on acquiert que dans des écoles d'ingénieurs, que peut-être aussi sur le tas par ce que l'on apprend de la matière, parce que l'on apprend des machines, mais que l'on ne peut pas apprendre à l'extérieur dans des séminaires qui traitent de questions sociales et qui ont pour seul objet de former le délégué, le représentant du personnel, le syndicaliste à une formation humaine qui s'applique dans la vie collective de l'entreprise. Et si un jour, ces stages, disons, auxquels participent les délégués syndicaux, leur apprenaient à traiter certains problèmes techniques? Mes représentants ne vont jamais, dans ces stages dont vous parlez, apprendre à manier le caoutchouc. Et les principales décisions qu'on prend dans cette usine, c'est pour résoudre les problèmes techniques relatifs au caoutchouc, à sa fabrication et à sa distribution. Et cela est à base de compétences techniques. Par contre, quand vous parlez de gestion, eh bien, s'il s'agit de décider que les horaires de travail doivent commencer à 7h30 au lieu de 8h, s'il s'agit de déterminer à quelle date les congés doivent être pris, s'il s'agit même d'étudier la façon dont l'apprentissage peut être organisé dans l'entreprise, eh bien, cela, je pense effectivement que nous irons de l'avant en la matière et que dans l'avenir, ces questions-là seront de plus en plus étudiées en commun et même décidées en commun. Si je vous demandais de me donner une définition de ce qui sépare le paternalisme de la véritable action sociale. Eh bien, je dirais que c'est ce qui sépare l'adulte de l'enfant. Le paternaliste ne reconnaît pas à l'interlocuteur une maturité qui peut aller au dialogue. Il consiste à croire que les décisions doivent être prises pour le bien de ceux que l'on est amené à commander, alors que la politique sociale, dans le contrat d'entreprise, reconnaît que devant soi, des interlocuteurs valables, formés, adultes, ont droit à l'expression, ont droit à participer à une certaine décision. Et je pense que c'est cela le sens, en fait, d'une politique sociale dynamique. Une dernière question. Si vous aviez à choisir entre être un patron social qui fait faillite ou bien être un patron, disons, rétrograde, mais en pleine expansion économique, qu'est-ce que vous choisiriez? Je n'aurais pas à choisir un patron social qui fait faillite. C'est un paradoxe. Un patron qui fait faillite, ce n'est plus un patron. Image Claude Agostini, assisté de Jimmy Glasbert. Son Séverin Franquiel. Mixage Paul Berthaud. Montage Elisabeth de Montes.